Mesdames et messieurs, aimables auditeurs, fidèles téléspectateurs et fervents lecteurs, amoureux de l'émission Un livre, 1000 idées. Merci de vous associer à notre rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir un nouvel écrivain avec son nouvel ouvrage intitulé Cours de géologie générale pour les élèves de première et deuxième humanité scientifique. L'auteur, c'est Jean Tchibangu Kabea. Il est gradué en pédagogie appliquée, option géographie et gestion de l'environnement. Actuellement enseignant et professeur des humanités du même cours, géologie générale, régionale et économique. Avec lui que nous allons nous entretenir, s'est fait accompagner de son élève Ambre. Elle est en 4e année, actuelle, anciennement appelée 6e scientifique. Elle est en 4e. Elle va aussi nous parler du contenu qu'elle a pu maîtriser à travers ce livre, Cours de géologie générale, première et deuxième humanité scientifique. Monsieur Jean Tchibangu Kabea, bonjour. Bonjour, monsieur Samuel. Avec vous, nous allons nous entretenir autour de votre nouvel ouvrage qui parle de la géologie. Aujourd'hui, vous êtes intéressé beaucoup plus à la géologie. Qu'est-ce que la géologie selon vous? Parce qu'il y a une faculté à l'université qui s'appelle géologie. Alors vous avez choisi de sortir un livre qui porte un tel titre. Qu'est-ce que la géologie, monsieur Jean? Voilà, la géologie, c'est une science de la Terre. Donc cette science a pour objet l'étude de la structure interne de la Terre. La structure interne, c'est-à-dire les couches qui constituent la Terre en interne, ainsi que ses constituants. Donc on peut citer les minéraux, les minéraux, ainsi de suite. À la différence de la géographie qui s'intéresse à l'étude de tout ce qui est à la surface de la Terre. Par exemple, les régions géographiques, c'est-à-dire les pays dans leur continent, l'océanographie, l'étude des océans, la géographie économique, ici nous voyons les différentes productions économiques, c'est-à-dire les productions agricoles, les productions minières, ainsi de suite à l'échelle planétaire. Alors, c'est en ces termes que je peux faire une petite différence entre la géologie et la géographie. Et la pédologie, qu'est-ce que la pédologie? C'est aussi dans le même angle. Voilà, la pédologie est l'étude de sol. Alors, les sols sont des parties superficielles de la Terre. Nous allons y revenir avec force détail. Nous allons revenir à Ambre, qui est l'élève de M. Jean. Vous avez accompagné M. Jean, qui est votre professeur. Vous avez beaucoup lu cet ouvrage, Cours de géologie générale, destiné aux élèves de première et deuxième année des humanités scientifiques. Vous pouvez nous donner la différence, établir une différence entre la terre et les sols. Parce qu'il a parlé du sol en pédologie, mais vous avez lu et vous êtes capable de tracer une différence entre la terre et les sols. Merci pour votre question. Je pourrais définir la Terre. La Terre est une planète vivable du système solaire, tandis que le sol c'est la partie superficielle de la croûte terrestre, généralement meublée, ici de la dégradation de la roche-mère. Vous avez un mot à dire par rapport à la différence qu'elle a établie entre la terre et les sols? Vous voulez bien paraphraser votre élève? Oui, ce que vient de dire est tout à fait vrai. Le sol, c'est la partie superficielle de la Terre. La Terre a 4 couches, nous allons y revenir, de la surface à l'intérieur. Or,
la partie superficielle de la Terre a aussi une autre couche qui se forme sous l'influence des facteurs climatiques. Ces facteurs climatiques, on peut citer la température, les précipitations ainsi que les vents. Ces facteurs sont à la base de la formation du sol. Or, la Terre, c'est la planète. Sur la croûte ou bien les corps célestes, c'est là que nous trouvons les sols. Donc, une partie superficielle de la Terre. Donc, on ne peut pas faire la confusion entre les deux. Comment est structurée la Terre elle-même? Pouvez-vous nous décrire la structure de la Terre? Voilà. La Terre s'organise en 4 grandes couches internes, de la surface à l'intérieur. Alors, de la surface, nous avons l'écorce terrestre, que nous appelons autrement la croûte terrestre. Alors, cette croûte terrestre a l'épaisseur d'environ 30 à 60 km. Elle a aussi 2 parties. D'une part, nous avons la croûte océanique au fond des océans, et de l'autre part, nous avons la croûte continentale qui est composée généralement de silicium et d'aluminium. Les deux constituent ce qu'on appelle la lithosphère, composée de roches. Là, c'est la première partie qui est l'écorce terrestre. Quittant l'écorce terrestre, nous allons à la couche qui est appelée le manteau. Le manteau, c'est la couche qui est plus volumineuse. L'épaisseur est d'environ 2900 km et la température moyenne de cette couche est d'environ 3000 degrés. Elle s'organise aussi en 2 sous-couches, que je peux appeler comme ça, le manteau supérieur ainsi que le manteau inférieur. Le manteau supérieur qui est composé généralement des roches solides, alors que le manteau inférieur est composé des roches liquides, des roches qui sont visqueuses. Donc ce sont ces roches visqueuses qui augmentent sa température qui est d'environ 3000 degrés. Quittant le manteau, nous passons à la 3e couche que nous appelons le noyau. Le noyau est composé généralement du fer. Du fer à quel état? À l'état liquide. Or, le fer à l'état liquide, il est très chaud. Donc la température de cette couche est au-delà de 4000 degrés. Dans le noyau, il y a une autre partie interne. La partie interne du noyau que nous appelons la graine. La graine est la 4e partie de la Terre, de la structure interne de la Terre. Donc, si je peux me résumer, la Terre a 4 couches. La couche superficielle que nous appelons la croûte terrestre, la partie suivante que nous appelons le manteau, qui se subdivise en 2, le manteau supérieur et le manteau inférieur. La 3e couche que nous appelons le noyau, qui contient aussi la 4e qui est cachée à l'intérieur, dont nous ne connaissons pas vraiment les composants, qu'on appelle la graine. C'est dans ces mots que je peux décrire très brièvement la structure interne de la Terre. Ambre, tu as parlé tout à l'heure de... tu as établi la différence entre la Terre et le sol. Quels sont les constituants du sol? Parmi les constituants du sol, nous avons les éléments grossiers et les éléments fins. Parmi les éléments grossiers, nous pouvons citer les blocs, les pierres et les cailloux. Et parmi les éléments fins, nous pouvons citer l'argile, les limons, le sable fin et les sables grossiers. Un ajout par rapport aux constitutions du sol, ce sont les mêmes éléments. On sent qu'il y a une différence entre ceux de la terre et ceux du sol. Ok. Pour enchérir sa réponse, elle a parlé de constituants du sol. Donc, c'est-à-dire ces constituants-là sont différents par leur taille et par leur structure. Donc, alors, qu'est-ce qui nous permet alors de distinguer les constituants du sol? Alors, les études sont faites dans le laboratoire, des études de sol dans les laboratoires de la pédologie. Ces études, on peut les faire avec des tamis. Les tamis qui ont des mailles de différentes tailles. Lorsque nous tirons un échantillon du sol, l'échantillon que nous appelons conglomérat. Un conglomérat, c'est un ensemble formé de différents constituants du sol, les constituants qu'elle vient de citer. Alors, avec ces conglomérats,
quand nous utilisons les différents tamis ayant des mailles différentes, nous pouvons facilement secouer les tamis et voir à chaque tamis quels sont les constituants qui sont retenus. Les constituants retenus nous permettent alors de faire des examens pour voir alors ces sols et dominés par quels constituants, que ce soit les cailloux, les sables ou de l'argile. Donc c'est avec des études granulométriques qu'on peut alors déterminer et arriver à distinguer les constituants du sol, comme elle vient d'énumérer. Alors, dans cette logique, vous pouvez tracer une ligne de démarcation entre le rocher et la roche. On dit Dieu est mon rocher, pourquoi Dieu est ma roche? Alors, à quel niveau se trouve la différence? Vous qui vous intéressez beaucoup plus aux questions géologiques. Voilà, merci pour la question. La roche, c'est un agrégat, un ensemble composé de minéraux. Alors, la roche est généralement solide, alors que les rochers, c'est une grande masse de pierres qui est généralement escarpée. C'est dans ce sens-là qu'on peut distinguer une roche et un rocher. Donc, un rocher, c'est une roche, mais qui est de grande taille. Un rocher, une roche de grande taille. Oui. Et celle qui produit, en fait, d'où jaillit de l'eau, produit de l'eau, là c'est la roche ou les rochers? Là c'est le rocher, c'est ça. Voilà. Les rochers c'est... Ok, bon alors on y va, les types de roches que vous pouvez nous citer. Il y en a beaucoup ou il n'y a qu'une seule catégorie de roches? Voilà, nous distinguons trois types de roches. Les roches sédimentaires, les roches volcaniques et les roches métamorphiques. Les roches sédimentaires sont issues de la composition des sédiments. Les sédiments proviennent de la dégradation ou de matériaux transportés par des cours d'eau ou par le vent. Ces matériaux-là s'accumulent après des milliers d'années pour former les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires qui peuvent être biogéniques par exemple, composées de matériaux issus par exemple des restes des végétaux, tout comme des restes des animaux qui par la suite forment le pétrole ou le charbon. Là, ce sont les roches sédimentaires. Les roches volcaniques proviennent de la solidification de la lave après l'éruption volcanique. Les roches volcaniques. Alors, la dernière catégorie, ce sont les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques sont issues de la décomposition de deux types de roches que je venais d'énumérer tout de suite. Les roches sédimentaires et les roches volcaniques. Ces deux, lorsqu'ils sont impactés par les facteurs climatiques tels que la température, tels que le vent, tels que les précipitations, peuvent se dégrader. En se dégradant, ces roches constituent alors les roches métamorphiques. Ambre, on ne t'a pas oublié, veux-tu bien nous citer les types de sols? Parce que toi, la question qui nous intéresse, que tu as beaucoup développé, tu maîtrises bien les sols, donc la pédologie chez toi est bien maîtrisée. Les types de sols que tu connais? Parmi les types de sols, je peux citer les sols argileux, les sols sableux, les sols volcaniques et les tchernosiums, qui est les plus fertiles, surtout en Ukraine. Ah, surtout en Ukraine. Pourquoi vous avez préféré parler de l'Ukraine alors que la RDC est citée parmi les pays riches en minerais et ainsi de suite? Bon, avant de poser cette question de curiosité, parlez-nous des minerais, parce que vous avez développé la question liée au sol, au sous-sol. On n'a pas encore parlé du sous-sol, hein. Okay. On parle que de la terre et du sol. Oui. Mais maintenant, les minerais. Tout à l'heure, vous avez parlé de différentes sortes on peut dire des roches. On peut dire que les minerais gravitent autour des roches, où ce sont des roches qui se transforment, qui prennent une autre forme d'utilité commerciale, ainsi de suite. Comment vous définissez les minerais? Un minerai, c'est quoi en géologie? Voilà. En géologie, nous définissons un minerai comme une ressource naturelle. Une ressource naturelle tirée d'un gisement.
Les minerais, généralement, ont toujours une teneur en fer. C'est-à-dire, ces ressources sont métalliques. Voilà, c'est en ces termes que je peux définir un minerai. Alors, jusque-là, quels sont les pays, avant de poser une autre question, au monde, les pays qui sont riches en minerais, est-ce la RDC, l'Ukraine ou la Russie? Ce qu'on dit, quand on essaie d'analyser, selon certaines recherches, certaines études, en Afrique, Oui. la RDC serait le premier pays en gisement minier, à haute teneur d'ailleurs. Est-ce que c'est une information vraie, vous avez pu vérifier, ou c'est le fruit d'une spéculation sans auteur? Oui, ce que vous dites est vrai. D'ailleurs, on qualifie la RDC d'un scandale Géologique, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en RDC, nous avons à peu près 90% des minéraux qui existent. Par exemple, Dont l'humanité a besoin pour exister, c'est ça. pour survivre. Voilà, on peut citer... Qui n'existe que des noms, un nom en fait, ce sont des minéraux qui n'existent que des noms pour les Congolais. Voilà, Oui, c'est ça. allez-y. On peut dire ça. Alors, on peut citer entre autres le cuivre, qu'on exploite ici dans les Grands Katanga, les cobalt, les coltans, qu'on exploite d'ailleurs, qui est une source de rivalité. Les métaux précieux, on peut citer l'or, qui est exploité par exemple en Éthiopie. Donc en RDC, nous avons une diversité de minéraux. Mais je voulais signaler quelque chose. Souvent, on parle de diamants. On dit au Kassai, on exploite les diamants. Est-ce que le diamant est aussi compté parmi les minéraux? Je dis non. Le diamant, c'est un minéral. Pourquoi? Parce que le diamant n'a pas la teneur en fer. Donc, c'est une pierre qui est recherchée pour sa dureté et utilisée dans l'industrie pour la fabrication, par exemple, des trépans. Les trépans, ce sont des outils utilisés pour creuser en profondeur ou faire des forages, par exemple, utilisés pour la fabrication des cils. Donc, le diamant est surtout recherché pour sa dureté. Et là, c'est le diamant industriel. D'autre part, nous avons le diamant de joaillerie. Le diamant de joaillerie, pour la bijouterie. Pour la bijouterie. Voilà. Celui-là est beaucoup recherché pour la fabrication des bijoux, des bagues, ainsi de suite. Celui-là est exploité à Chikapa. Alors que le diamant industriel à Mbujimaï. Donc, ce n'est pas un minerai, mais plutôt un minéral. Entre l'or et le diamant, lesquels de... Bon, l'or qui est les minerais et le diamant qui est le minéral, lesquels des deux est le plus convoité ou le plus recherché, ou bien est recherché sur le marché? Vous me posez une très belle question. Entre les deux, lequel est beaucoup plus recherché? Je dirais le diamant. Pourquoi? Parce que l'or est exploité dans beaucoup de pays par rapport au diamant qui est exploité par exemple en Afrique, en RDC, au Botswana et au monde. Je peux citer la Russie par exemple. Or, de l'or, c'est un peu exploité un peu partout, par exemple en Afrique du Sud. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, c'est le premier pays producteur de l'or au monde. En RDC, on exploite de l'or. Maintenant, l'or garde sa valeur surtout pour ce qui concerne l'art. Par exemple, en sport, les récompenses sont toujours en or. Les trophées sont en or, les médailles sont fabriquées en or, par exemple. C'est dans ce sens-là que l'or prend un peu de l'avance sur le diamant. Voilà, donc c'est vraiment un métal qui est précieux, et même pour Dieu lui-même. Rappelez-vous, avec Moïse, on a demandé de fabriquer l'arche, c'était en or. En or, vous voyez par exemple. Donc c'est un métal qui attire par sa beauté. Qui est très convoité, et qui est très séduisant. Voilà. Merci. Avant de revenir à vous, nous allons parler, vous poser une petite question sur les volcans. À RDC, on dit qu'elle comporte aussi quelques volcans. On peut estimer à 3 ou 4, on va les citer tout à l'heure. Comment vous définissez les volcans, mademoiselle Ambre, déjà finaliste en scientifique, donc vous vous intéressez aux questions scientifiques d'ordre géologique. Alors dites-nous, les volcans c'est quoi pour vous? Premièrement, le mot volcan vient du latin volcanus, qui signifie Dieu du feu. Et par définition, le volcan est un relief qui crache du feu et déverse la lave lors d'une éruption volcanique. Prof, dites-nous, le volcan, ça sert à quoi?
Ok. En RDC, on en a ou pas? Ah. Deux petites questions. Les volcans, ça explose et puis ça nous brûle. Est-ce qu'on a vraiment l'importance d'avoir des volcans chez nous dès lors que ça lave, cause du tort aux habitants? Il faut être survivant pour exploiter le bienfait ou pour bénéficier des bienfaits de la lave. Sinon, vous êtes candidat à la consommation, vous êtes consumé et l'histoire est finie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des volcans? Je sais que c'est un effet qui est naturel, on n'y peut rien. Ok, c'est ça, vous avez raison. Oui. Alors, les volcans sont regroupés en deux. Donc, nous avons les volcans éteints et les volcans actifs. Oui. Alors, ces deux types de volcans, nous les avons ici en RDC, surtout à l'est. Alors, les volcans éteints, je peux citer très rapidement Visoke, Mikeno et Sabinho. Ce sont des volcans éteints. Ces volcans sont dits éteints, c'est parce qu'ils ne présentent plus les signes d'activité. Comme les tout premiers signes de l'activité d'un volcan reste le tremblement. Donc ces volcans ne présentent plus ces signes. Voilà pourquoi ils sont classés parmi les volcans éteints. Contrairement à Karisimbi. Voilà, contrairement à Karisimbi, Nyiragongo et Nyamlagi. Voilà, ça sont des volcans dangereux. Non, dangereux bien sûr, on peut dire dangereux, parce qu'ils présentent des signes d'activité. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question de savoir les volcans sont-ils avantageux ou pas? Bon, je peux répondre par oui et par non. Pourquoi? Non, parce que lors de l'éruption volcanique, la lave détruit tout sur son passage. Il y a des tremblements de terre qui sont signalés. Vous savez déjà les conséquences des tremblements. Les maisons sont écoulées, il y a des pertes en vies humaines, ainsi de suite. Beaucoup de pertes matérielles. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts d'ailleurs. Alors, après éruption, il y a la lave qui se solidifie pour former les roches volcaniques dont nous avons parlé. Alors, ces roches volcaniques peuvent se dégrader pour former alors un sol volcanique. Un sol volcanique très fertile qui a tous les minéraux possibles pour la croissance des plantes. Là, ce sont les avantages. Voilà pourquoi je vous ai dit, je peux répondre par oui, tout comme par non. Par non, parce qu'il y a des conséquences. Alors, quels sont les mécanismes pour désactiver un volcan actif? Là, c'est impossible, mais c'est sinon naturel. Oui. Il y a possibilité, avec la science qui évolue, il y a possibilité de neutraliser un volcan, parce qu'actuellement, avec Nyiragongo, il explose quand il veut, à l'insu de tout le monde, surtout qu'on n'a pas une technologie avancée dans notre pays pour signaler l'heure, le temps, avec exactitude de son explosion. Alors, est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là qui sont en train d'être menées pour pouvoir neutraliser des volcans actifs? Voilà, je vous signale déjà qu'en RDC, il y a l'OVG. L'OVG, oui. Oui, Observatoire volcanologique de Goma. Voilà. Alors, quel est le rôle de cette institution? Il y a des volcanologues qui sont là, qui font l'étude des signes qui annoncent l'éruption volcanique. Alors, c'est à eux de signaler à la population, non, faites attention. Ces derniers temps, nous avons remarqué que tout autour, à 1 km² de ces volcans, la température a changé, la température a augmenté. Ça fait 2 ou 3 jours que nous ressentons les tremblements de terre. Donc, il y a une éventuelle éruption. C'est à ce moment-là qu'on peut prévenir l'éruption volcanique. Mais dire que arrêter, moi je trouve que c'est impossible pour l'instant, mais au moins on peut prévenir en faisant l'étude des signes qui annoncent l'éruption. Donc prévenir pour que l'humain ou les hommes prennent des précautions pour se déplacer. Pour éviter des dégâts. Des dégâts, oui, voilà. C'est difficile, c'est comme qui demandait d'arrêter la tombée des pluies. Oui, c'est ça. Okay, merci. Alors, Ambre, on finit avec toi, la dernière question. Quels sont les signes qui annoncent l'éruption volcanique? Tu peux nous les dire, si tu étais à Goma où il y a tout un chapelet de volcans, quels sont les signes, toi, en tant qu'élève d'un géologue, que monsieur Jean, parmi les signes, lesquels les plus pathétiques ou les plus marquants, c'est... Ok, merci pour la question. Parmi les signes qui annoncent
l'éruption d'un volcan ne pouvant retenir, l'augmentation de la température, la propagation de la fumée toxique et de la vapeur, les tremblements de terre et enfin les coulées des larves. Merci beaucoup. Nous allons demander au prof, M. Jean, un petit mot. Vous nous avez parlé, aimables auditeurs, aimables téléspectateurs. On recevait sur ce plateau M. Jean Chibangu Kabea qui a sorti un livre des cours de géologie générale destiné aux élèves de première et deuxième année humanité scientifique. Alors, un mot de la fin à ces auditeurs qui vous ont suivi en train de développer avec beaucoup de déterminisme et de professionnalisme les fruits de vos lèvres. Voilà, vous les invitez à quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? Voilà, je les invite tout simplement à consommer votre manuel qui est la géologie générale, qui a beaucoup de notions concernant la géologie, des notions vraiment élémentaires, même si on ne fait pas la scientifique, mais quand même on peut tirer le meilleur de ces manuels. Et vous y avez inséré tous les minerais? Tous les minerais. De la RDC. Oui, la géologie plutôt garde son importance, par exemple, dans les domaines de l'exploitation minière. Pour faire l'exploitation, il y a la prospection. Quand vous faites la prospection, il faut être bien instruit. Il faut être géologue et instruit pour faire ces études et voir réellement s'il y a le fer, le cuivre ou autres minéraux. La géologie plutôt est vraiment importante pour nous tous. Alors je demande à nos aimables téléspectateurs de s'en procurer ici à la librairie Pauline. Peut-être avant de vous libérer, vous êtes géographe de formation. Pourquoi vous intéressez-vous aux questions géologiques? Une très belle question. La géographie a aussi des liens avec la géologie. On ne peut pas faire l'étude de la surface tant qu'on ne s'intéresse pas aussi à l'intérieur. Voilà pourquoi la géographie jette aussi un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup, M. Jean Kabea, pour votre intervention. C'était un livre intitulé Cours de géologie générale, première et deuxième des humanités scientifiques, publié aux éditions BAMS depuis cette année 2023. Merci, vous étiez très nombreux qui suiviez cette émission, votre magazine qui vous instruit, qui vous replonge dans les méandres littéraires. Surtout, nous disons un grand merci à toute la grande famille paulinienne, initiatrice de cette émission, un livre, 1000 idées, question de vous ramener aux bonnes habitudes, de consulter les livres, maîtres du savoir. Aujourd'hui, c'était la géologie, quelques notions sur la géologie, l'étude du sol, l'étude des différentes composantes de la Terre. La RDC réputée riche, mais vous ne savez peut-être pas les différents minerais qu'elle regorge, les différents gisements dont elle est victime sur toutes les lignes. Voilà pourquoi ce livre tombe à point nommé. Il vous propose tous les minerais et leur utilité dans la vie de l'homme. Le coltan, le zinc, le saphir et autres. Venez, arrachez-vous pour vous les procurer. Procurez-le à votre enfant qui est un scientifique et à d'autres qui sont curieux d'apprendre de tout le monde, d'apprendre de nouvelles idées. Quant à moi, je vous dis merci. À la présentation, c'était Samuel Chibouete. Nous disons également un grand merci à Monseigneur Adolphe Solodji pour la supervision et émission, magazine, un livre 1000 idées. À la prise d'image, c'était la sœur Marie-Justine. À la technique, nous reconnaissons la présence de M. Gassien et à tout le monde. Merci de vous fidéliser à notre magazine littéraire. Ciao. Je te dirai